c'est comme chez les Blancs. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont en banlieue. Enfin, les Noirs, c'est comme les Blancs, c'est comme les Rebeux, c'est comme les Asiatiques. Il y a plusieurs classes de personnes, quoi. Enfin, tu vois, et c'est vrai que c'est chiant de voir toujours que les Noirs, c'est des Noirs de banlieue. Mais même, enfin, des Noirs en banlieue, bah il y en a plein, on le sait tous très bien, mais les Noirs en banlieue qui ont des pavillons, ça existe, on n'est pas tous dans des HLM, tu vois, rien que ça. On a aussi des petits jardinets, des voitures, et on n'est pas tous en train de fumer de la weed dans le jardin ou de faire des trucs chelous, quoi, merde, tu vois. Tu vas à l'école, il y a des Noirs qui sont bons élèves aussi, il y a des... Enfin, c'est ça le truc qu'il faut montrer, c'est que c'est pas genre on va tous se retrouver à faire un CAP, et comme dans Bande de filles, à se dire, bah ma vie elle est foutue, je vais aller me prostituer dans le... Tu vois. À chaque fois qu'on me dit black pour dire noir, enfin ça je comprends pas non plus. Et à chaque fois je me bats. Ah, mais c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose en fait. On est en France. Moi je t'appelle pas white, donc je m'appelle pas black, quoi. Je trouve qu'en France, on a du mal à nommer ce qui est perçu comme une différence. Pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique. Vous venez de voir des extraits du documentaire Ouvrir la voie d'Amandine Gay, un long métrage qui donne la parole à des femmes qu'on entend peu dans l'espace public, des afro-descendantes françaises ou belges qui parlent de leur vécu en tant que femmes noires dans un monde blanc. Bonjour Amandine Gay, alors vous êtes chercheuse, réalisatrice, comédienne, entre autres. Oui, c'est ça. Bonjour. Je suis nettement moins comédienne maintenant. Je dois avouer que ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Je fais encore de la voix un peu. Mais je suis principalement maintenant universitaire et réalisatrice. Alors, en regardant votre film, on est submergé par ce flot de paroles de femmes, à la fois blessées, en colère, mais également battantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Pourquoi c'était important de recueillir leurs paroles? Parce que justement, je pense que de mon expérience de comédienne, en tout cas, j'en ai retenu qu'on avait beaucoup de mal à représenter des femmes noires en dehors de certains stéréotypes en France. Donc c'est quand même en général des stéréotypes assez misérabilistes. En fait, il y a deux pôles, hein. C'est soit la banlieue, mais la banlieue tragique, soit les femmes migrantes, mais aussi toujours tragiques en fait. Et du coup, je trouvais ça intéressant de représenter des personnes que moi je connais, que j'ai l'habitude de croiser, et puis que je trouvais étrange qu'on ne voit jamais sur les écrans français. Donc c'est le premier mouvement qui m'a amené à faire ce film. Et puis le second, je dirais que justement, même pour nous, il y a une difficulté à se penser, peut-être en dehors du regard blanc, justement, et d'avoir une nécessité, d'avoir une parole qui est la nôtre, et puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on imagine pour le futur, que ce soit en termes de maternité ou des choses comme ça. Puis je reviendrai peut-être juste sur le côté de femmes blessées. Je pense que finalement, c'est pas vraiment, en tout cas moi, c'est pas du tout ce que j'ai retiré des témoignages qu'il y a dans le film. Au contraire, je dirais qu'il y a beaucoup de dignité, qu'il y a beaucoup de recul aussi sur des expériences traumatiques. C'est aussi un film qui montre comment est-ce qu'on peut dépasser tout un rapport à la condition minoritaire, pas dans le sens de forcément être pleine de succès au sens capitaliste, mais dépasser dans le sens de apprendre à se penser soi-même et puis ne pas être broyé par le racisme, le sexisme et toute autre forme de discrimination. On y reviendra. Alors, c'est pas un documentaire sur la condition noire au sens général. Vous donnez la parole qu'à des femmes. Pourquoi ce choix? Pourquoi les femmes? Parce que les hommes noirs aussi subissent des discriminations. Bien sûr, parce que je suis une femme noire avant tout, donc moi je trouve que c'est bien de parler de ce qu'on connaît, et donc c'est ce que je connais le mieux. Et puis ensuite parce que je pense que les discriminations que vivent les femmes sont peut-être moins visibles. En France, on va quand même entendre parler, peut-être, enfin définitivement pas assez, des violences policières, mais disons que les violences dont sont victimes les hommes noirs, au moins sont visibles dans la société. Moi je prends souvent l'exemple des violences gynécologiques. Les femmes noires, par exemple, pendant très longtemps, ont subi des césariennes de façon systématique sans qu'on leur demande vraiment leur avis, sur des présupposés qui étaient complètement racistes en fait, mais ça se voit pas. C'est beaucoup plus difficile à aborder comme sujet de société, de montrer qu'il y a une discrimination par exemple dans le monde gynécologique vis-à-vis des femmes. Donc pour moi c'était important vraiment d'angler le film sur la condition des femmes noires, aussi parce qu'on est au centre de deux discriminations. On n'est pas juste des noirs, on est aussi des femmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ces deux identités-là qui s'entrechoquent? Et puis on peut être aussi beaucoup plus. On peut être une femme noire lesbienne, on peut être une femme noire pauvre ou riche. Donc du coup, c'est aussi ça qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de montrer une diversité des femmes noires qu'à mon sens, on ne voit pas, et puis qui est souvent justement noyée dans des enjeux sur la condition noire en général, mais être une femme noire, c'est un enjeu spécifique. Est-ce que vous pensez que pour parler des femmes noires, il faut être une femme noire? Alors, je ne pense pas qu'il faut être une femme noire, mais je pense que dans un contexte où il y a très peu de personnes noires qui sont à des positions de pouvoir, qui sont à des positions de journalisme, qui travaillent dans le journalisme, dans les universités,
c'est en ça en fait qu'il y a des enjeux, c'est qui prend la parole. C'est-à-dire que si on était dans une société égalitaire où tout le monde avait accès à la parole, bah, ce serait pas problématique. Mais si ce sont toujours les personnes blanches qui font des films sur les noirs, les universitaires qui font des enquêtes sur les noirs, il y a toujours comme ce regard surplombant. Et il y a toujours cette façon de parler à notre place, de parler pour nous. Et pour moi, l'important, c'était aussi de montrer qu'on n'a pas besoin d'être universitaire, qu'on n'a pas besoin d'être forcément un intellectuel pour avoir conscience de sa condition, pour être en mesure d'en parler. Et c'est aussi ça qui m'intéressait. C'est pas tant de dire il n'y a que les Noirs qui peuvent parler des enjeux qui ont propre aux Noirs, mais c'était de dire on est peut-être les mieux placés pour parler de ce qui nous arrive. C'est un film afro-féministe? En tout cas, moi, je me définis comme afroféministe et disons que c'est un des cadres théoriques qui encadre le film. Mais c'est un film qui est aussi à l'image de mon parcours. Moi, j'ai une formation en sociologie. C'est un film qui fait écho à mon parcours au travers d'autres visions de femmes pour que justement, il y ait un regard le plus, alors je sais pas objectif, mais en tout cas qui fait sonner justement tout ce qu'il y a de différent entre nous. Moi, je voulais absolument pas qu'on ait une idée de la femme noire. Pour moi, ça n'existe pas. Moi, je viens d'un parcours féministe où on considère qu'il y a des femmes, et puis il y a des parcours de femmes, et puis c'est ce que je voulais montrer. Alors, vous parliez des féminismes. Vous pensez que le féminisme traditionnel blanc est passé à côté de ces questions-là, du sort de ces femmes noires ? Oui, je pense complètement. Par exemple, quand je parle de la question gynécologique, ça, c'est pas du tout des choses que j'ai apprises dans les milieux féministes classiques. C'est des choses que j'ai découvertes par moi-même en faisant des recherches sur la justice reproductive, parce que je travaille aussi sur l'adoption. Donc, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la question de l'accès au logement, la question, par exemple, de la discrimination à l'orientation scolaire, qui tient une bonne place dans le film, c'est pas des choses qui sont portées dans les mouvements féministes aujourd'hui. Alors que ce sont des vrais enjeux, parce qu'avant de parler du plafond de verre, encore faut-il que tout le monde ait accès à l'université. Et vous-même, vous êtes passé par certains mouvements féministes traditionnels. Comment ça s'est passé pour vous ? Donc j'ai été membre d'Osez le féminisme et je dirais que c'est un peu comme Sciences Po, ça m'a appris des choses très utiles. Par exemple, la prise de parole publique. Après, c'est sûr que très rapidement, j'ai vu les limites d'un mouvement qui était majoritairement blanc, majoritairement de classe moyenne et qui avait beaucoup du mal justement à penser à un universel qui ne lui ressemblait pas. Alors, on va regarder un deuxième extrait où il est question des représentations autour des Noirs en général dans le cinéma et dans les médias. Je fais du doublage et j'ai commencé à travailler parce que ils cherchaient des Noirs pour doubler des Noirs. Dans la tête des gens, j'ai une voix de noir alors que j'ai absolument pas une voix de noir. Et moi, je sais que l'exemple le plus concret que j'ai, et du coup j'en avais parlé avec une nana qui m'a dit mais si, vous avez des voix de noirs, c'est comme la meuf qui double Whoopi Goldberg. Au cinéma, Alexandre Dumas, incarné par Gérard Depardieu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un problème ? Ben oui, parce qu'Alexandre Dumas était quarteron, donc en fait Gérard Depardieu pas du tout. Donc là il n'y a aucune trace en fait de la négritude de Dumas. Donc, Amandine Gay, vous dites qu'il faut décoloniser les esprits, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que justement, quand je parle d'un universel qui n'est pas blanc, c'est vraiment cette capacité à penser qu'une famille, ça peut être une famille noire. C'est-à-dire qu'en France, on va vous dire, bah oui, mais un film où il n'y a que des femmes noires à l'intérieur, c'est un film de noirs, ou récemment on m'a dit un film de niche, parce qu'on ne va pas dire un film de noirs. Et en fait, un film où il n'y a que des blancs dedans, on ne va jamais se dire que c'est un film de niche. On va se dire que tout le monde peut s'identifier. Donc pour moi, c'est vraiment ça, décoloniser les esprits, décoloniser les imaginaires, c'est être capable de se projeter dans l'autre. Et c'est une chose que font les racisés en fait. Nous, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc quand on regarde un film, on doit être capable de s'identifier aux héros et aux héroïnes blanches, parce que sinon, on s'identifie à personne. Et donc pour moi, c'est est-ce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les personnes blanches en France sont capables de s'identifier à nous ? Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas encore acquis. On l'a entendu dans l'extrait qui vient d'être diffusé, où il y a cette comédienne qui explique qu'on lui demande de faire un accent africain alors qu'elle est née en France, elle a grandi en France. Vous avez, quand vous étiez comédienne, on vous assignait comme ça des rôles stéréotypés ? Oui, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film en premier lieu. Moi, j'ai beaucoup travaillé en voix, justement. Et puis, du coup, oui, cette question de faire l'accent africain, faire l'accent antillais, comme si déjà aussi, c'était une donnée essentielle. Comme si tous les Noirs du monde entier étaient en mesure de faire l'accent africain ou antillais. Pour ce que ça veut dire, je rappelle que l'Afrique, c'est 53 pays. L'accent antillais, c'est pareil, en fait. Peut-être que ça sonne comme étant quelque chose de similaire, mais les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Haïtiens n'ont pas le même accent. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment cette question de, justement, arriver
à penser aussi les personnes noires comme des individus à part entière. On a tendance à considérer les noirs comme étant comme un, je sais pas, comme un gros blurb, qui aurait les noirs et puis qu'on aurait une expérience commune partagée. C'est pas le cas. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très frustrant. Moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai quitté le jeu. À un moment donné, j'ai dit que je n'irais plus aux auditions si le personnage s'appelait Aminata ou Fatou. Et en fait, ça a commencé à être très rare que j'aille à une audition. Voilà, c'était ça. Et donc vous avez décidé de quitter carrément la France. Oui, pas que pour ça, mais disons que oui, je voyais mon avenir professionnel comme étant énormément bouché. Quand j'ai vu que c'était difficile en tant que comédienne, je me suis dit je vais passer à l'écriture. Donc j'ai écrit des programmes courts, on était en développement avec des boîtes de production, avec les personnes avec qui j'écrivais à l'époque, et puis moi je glissais toujours un personnage noir dans mes séries, mais qui effectivement était un personnage noir qui me ressemblait. Donc il y a eu une série en particulier pour laquelle on était en développement avec des boîtes de production, on a rencontré énormément de boîtes de production. Et puis j'avais écrit un personnage dans cette série qui était une femme noire, sommelière et lesbienne. Parce que moi je m'identifie comme pansexuelle et puis j'ai été manager de bar à vin. Donc c'était un personnage qui n'était pas très éloigné de moi finalement. Et puis, à plusieurs reprises, dans des réunions de travail, on m'a dit « Non, mais bon, c'est super sympa, mais bon, ça se voit que tu as trop regardé de séries américaines, ces filles-là, elles n'existent pas en France. » Puis pour moi, c'était surréaliste de me dire que des hommes blancs de plus de 40-50 ans, parce qu'ils ne connaissaient pas de personnes comme moi, en fait, étaient en mesure de déterminer si moi j'existais ou pas. Et donc là, c'est pour ça que je me suis dit, alors avant même de vouloir influer sur la fiction, je vais commencer par faire un documentaire. Comme ça, cette partie-là sera réglée. On saura qu'en fait, oui, les lesbiennes noires existent. Il y a une diversité aussi chez les femmes noires. Alors, il y a aussi la question sémantique. En France, on n'est pas très à l'aise avec ce mot noir. D'ailleurs, il y a aussi un extrait sur le mot black qui est utilisé très souvent pour ne pas dire noir. Le président François Hollande a voulu supprimer le mot race de la Constitution. En même temps, en France, les statistiques ethniques sont interdites. Et puis, il y a également les discriminations dont sont victimes pas seulement les Noirs, mais beaucoup de groupes minoritaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous percevez ce paradoxe français qui est de ne pas nommer les choses et en même temps, on sait qu'elles sont là? Je pense que c'est lié à notre histoire, c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas été capable de faire la transition du concept de race comme outil pour légitimer la hiérarchie raciale, qui était la race telle que pensée au XVIIIe siècle, au concept de race comme construction sociale, qui est la race telle qu'elle est utilisée dans les sciences sociales, dans le monde anglo-saxon par exemple. Et donc du coup, on est resté à cette idée que si on mentionne la race, alors forcément, on est raciste. Et toujours aussi dans cette idée de ne pas déconstruire même le racisme. Qu'est-ce que ça veut dire le racisme? C'est pas un état de fait. On n'est pas raciste à tout jamais ou non raciste à tout jamais. On peut tenir des propos racistes. On peut commettre des actes racistes. Et donc du coup, on a besoin en fait de la race comme outil conceptuel pour dire, regardez, il y a des différences qui sont liées au fait d'être noir. Et c'est pas de dire les noirs sont inférieurs aux blancs parce qu'ils sont d'une autre race. Il s'agit de dire parce qu'on vient d'une histoire où la race avait un sens au sens biologique, où on avait construit la race comme un outil de discrimination, et en fait, finalement, aujourd'hui, ces catégories-là existent encore. On est bien d'accord que noir et blanc, ça ne veut rien dire. Parce que les blancs ne sont pas blancs, ils sont beiges ou roses ou ce qu'on veut, et puis nous, on n'est pas noirs, on est marron. Donc là, il s'agit bien, déjà, ne serait-ce que ça, il s'agit bien d'une construction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir socialement? Et à partir de là, du coup, on a plein d'erreurs qui s'enchaînent. Par exemple, on dit contrôle aux faciès. Dans le monde anglo-saxon, on dit profilage racial, parce qu'on ne contrôle pas les faces de tout le monde. On contrôle les noirs et les arabes. Donc du coup, c'est vraiment cette question d'un tabou qui, au lieu de s'adresser directement à la racine du problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis derrière le mot race, à quelle époque et comment on peut utiliser ce concept aujourd'hui, on va juste décider de ne plus s'en servir. Mais c'est ce que je dis souvent. Est-ce que si on enlève le mot race, il n'y a plus de racisme? Il y a plus de racisme. Alors, un troisième et dernier extrait sur la place des femmes noires, par rapport à certains hommes noirs, c'est sur la misogynie noire. Meniafou, c'est une fille, parce que ça peut pas être un garçon. Non. Meniafou, c'est une fille, une femme, plus une fille qui est, je veux dire, adolescente, une personne de moins de 30 ans, on va dire, qui a des tissages, qui s'habille mal. C'est l'antithèse de ce que devrait être la féminité et voilà, qui est le modèle de la femme blanche qui est véhiculé partout, quoi. En fait, c'est un peu un terme sac poubelle qu'on met quand on veut dénigrer une femme noire parce qu'on estime qu'elle n'a pas assez de classe, qu'elle n'est pas assez respectable, quoi. Pour moi, c'est une insulte de noir créée par des noirs. Et ça, c'est quelque chose
que je ne cautionne pas. Je ne comprends pas qu'on puisse se descendre nous-mêmes et se dire elle, c'est une Niafou. Si une blanche est mal coiffée, on ne va pas lui donner un surnom. On ne va pas dire qu'elle est mal coiffée et qu'elle représente mal toute la communauté blanche. Alors donc vous évoquez la place des femmes noires dans un monde blanc, mais également dans un monde noir, et vous utilisez ce terme qui est la misogynie noire, c'est la misogynie de certains hommes noirs envers les femmes noires. Cela aussi cause beaucoup de dégâts. Oui, bien sûr. Et puis je dirais que la misogynie noire, après, elle a aussi une perméabilité, c'est-à-dire que bien sûr que ça commence au sein de la communauté noire, c'est-à-dire un certain type de stéréotypes qui vont être associés aux femmes noires, alors que ce soit qu'elles sont vénales ou alors justement la stigmatisation qu'il va y avoir des jeunes femmes qu'on va appeler des niafous ou des choses comme ça. Mais après, il y a aussi tout ce qui se transmet dans le reste de la société, c'est-à-dire qu'on va associer aux femmes noires tout un lot de fétiches sexuels, par exemple, tout un lot de la respectabilité qui ne serait pas de notre côté, la classe qui ne serait pas de notre côté non plus. Une déshumanisation en quelque sorte. Oui, voire même une animalisation pure et simple, parce que bon, dans le film, il y a aussi tout le passage sur le corps. Exactement, féline, panthère, gazelle, on peut voir ça comme quelque chose de... On retrouve parfois dans des titres de presse également. Oui, bien sûr, mais très souvent. Très souvent. Et ça pose énormément de questions, parce qu'encore une fois, on ne décrit pas les femmes blanches à partir des animaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que nous, on utilise les comparaisons avec des animaux et ça aussi, ça a une histoire, je veux dire. Et encore une fois, c'est toujours, est-ce qu'on est prêt et prête à se confronter à notre histoire coloniale? Je veux dire, la France, c'est le pays où le premier mot dans la barre de recherche de sites porno, c'est beurette. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment cette question de pourquoi les femmes racisées en France sont ramenées à certains stéréotypes. Et moi, je suis une femme noire, donc je parle de ce qui concerne les femmes noires. Mais on pourrait faire exactement les mêmes critiques et les mêmes analyses. Pour les femmes d'origine asiatique, par exemple. Aussi. Également. Aussi. Alors, ce documentaire a eu beaucoup de mal à voir le jour et finalement, vous avez fait comment pour arriver au bout de cette longue aventure ? Donc ça a pris un petit moment, ça va faire presque 3 ans là, que je travaille dessus. Donc j'ai pas eu les financements institutionnels, donc à partir de là, j'ai décidé de le faire avec mes propres moyens. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps, parce qu'entre-temps, il faut manger et faire d'autres choses. Et puis là, j'ai lancé un crowdfunding à la fin du projet pour financer la post-production, parce que c'est ce qui coûte le plus d'argent et c'est ce qu'on n'était pas en mesure de faire nous-mêmes. Et donc du coup, ça a été un franc succès, puisqu'on avait demandé 12 000 €, puis on en a eu 17 414 à la fin. Merci, donc c'était vraiment chouette. Et puis on a aussi beaucoup sollicité là, le public pour que les personnes demandent à ce que le film soit diffusé. Et donc ça aussi c'est un franc succès, parce qu'il y a déjà pas mal d'avant-premières qui sont prévues un peu partout en France, mais aussi en Europe. Le 8 décembre à l'écran Saint-Denis, ouais. C'est ça. Et puis ensuite le 13 à Lausanne, le 17 à Bruxelles, et vous revenez donc le 21 décembre pour une grande projection au cinéma à la Clé à Paris. Voilà, c'est ça. Tout est sur votre site, de toutes les façons. Tout à fait, sur la page Facebook d'Ouvrir la Voie, le film. Oui. Merci Amandine Gay. Et puis retrouvez en ligne un autre article consacré à ce documentaire. Et moi, je vous dis à bientôt.